Ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce que la situation qui prévaut à Gao et à Tombouctou est malheureuse et douloureuse parce que c'est des populations qui souffrent et c'est donc la souveraineté et l'intégrité d'un pays qui était quand même un pays important et qui le reste au niveau de la sous-région est-africaine. Et c'est des conflits. Chaque fois qu'il y a un conflit, ça nous inquiète. Nous ne souhaitons pas l'existence des conflits. Nous souhaitons la vulgarisation des normes de paix, de fraternité, de concorde et d'entente qui sont des normes et des valeurs islamiques que le message de l'islam, auquel le message de l'islam appelle en tout temps et en toutes circonstances. Mais quand il y a une situation dans le nord du Mali, c'est qu'il y a certainement des causes et des raisons. Et il faut analyser ces causes et ces raisons pour trouver des solutions appropriées. Les coups de fouet à Tombouctou contre les couples non mariés ou contre les buveurs d'alcool, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, bien sûr, nous, notre position, la position de l'islam d'une manière générale en ce qui concerne les grandes normes et les grandes valeurs, c'est une position connue. Nous invitons naturellement l'ensemble des musulmans et des non-musulmans à un comportement humanitaire valable et à l'application des normes qui doivent permettre une bonne vie, une bonne cohabitation entre tous. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut dépasser les frontières normales de l'action qui doit être celle de tous celui qui pense à la bonne gestion des intérêts humains. Autrement dit, toute agression contre toute personne, qu'elle vive l'alcool, qu'elle se comporte de manière non conforme aux valeurs et aux normes, doit être régie par la loi et donc doit être au moins émanant d'un statut social qui respecte les valeurs humaines. C'est-à-dire que les agressions directes ne sont pas souhaitées et nous inquiètent beaucoup. Ces coups de fouet ont été donnés au nom de la charia. Qu'est-ce que vous pensez donc de ces coups de fouet? Voilà, je vous remercie de mettre le point sur cet aspect. La charia, malheureusement, dans les médias, on a tendance à dire, à appeler au nom de la charia islamique tous les actes déplacés. La charia islamique est un vaste programme de législation. La charia, c'est-à-dire la législation. Et cette législation islamique prône les valeurs de paix, de justice, de fraternité, de bon comportement vis-à-vis de tous, vis-à-vis des musulmans entre eux et vis-à-vis des non-musulmans. Le droit des non-musulmans est fortement respecté dans la charia islamique. Donc je considère que c'est un préjugé défavorable vis-à-vis de la charia islamique. On considère que cette charia appelle à l'agression uniquement pour l'agression ou à la confrontation pour la confrontation. Nous sommes tout à fait sensibles à cela et nous faisons appel à une conception juste, légalitaire, à une conception qui correspond à la teneur réelle des valeurs du message islamique. La charia est une charia de paix, je le répète, j'y insiste, et tous les indices sont là pour le montrer dans le Saint-Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je vous traduis un seul fragment d'un verset coranique, on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous t'avons envoyé vis-à-vis du monde qu'à titre de clémence. Donc, s'il y a aspect clémence, il y a aspect paix, il y a aspect fraternité, il y a aspect concorde. Il ne faut pas voir en la charia un moyen de répression et d'oppression vis-à-vis des autres. La charia n'est pas là. La réelle charia, c'est la grande portée de la construction d'une société qui donne le droit à chacun de vivre de la manière équitable. Et d'ailleurs là, je répète le principe qui est connu auprès de tout le monde, la liberté de chacun s'arrête là où est touchée la liberté d'autrui. La charia islamique confirme ce principe. Et donc c'est une charia qui respecte les droits des autres et qui appelle à la fraternité, à la concorde. Maintenant, en ce qui concerne la gestion des actes, la gestion de ces actes doit être soumise au droit et à la jurisprudence pour savoir si ces actes sont mauvais, et tout doit émaner de la législation. Alors justement, quand vous avez vu la semaine dernière les images de cette jeune femme de Tombouctou frappée avec un fouet, comment vous avez réagi? Bon, cette jeune femme de Tombouctou, quand elle est frappée avec un fouet, et quand on fait ça, pensant que c'est une application de la charia, il faut quand même, quand on applique la charia, de revenir aux conditions de cette application. C'est vrai que frapper avec des fouets, c'est une disposition d'un comportement social
dans des dispositions données. Mais il faut bien préciser ces dispositions pour que ce geste et cet acte viennent à sa place. Donc la situation qui prévaut actuellement au Mali, si je prends l'exemple d'un calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, c'est le deuxième calife, il avait suspendu l'application de certaines règles en ce qui concerne certains comportements parce que ça ne correspondait pas à la réalité socio-économique de cette période. Donc maintenant, nous sommes tenus dans l'application de faire face aux réalités socio-économiques. Et au niveau du nord du Mali, il y a beaucoup de priorités auxquelles il faut faire face. Et ces priorités sont l'entente, la concorde, la sécurité et la fraternité entre tous. Et l'objectif, l'objectif des islamistes de Gao et de Tombouctou, c'est d'imposer la charia sur tout le territoire malien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les courants islamistes à Gao, à Tombouctou, peuvent tout à fait faire prévaloir ce discours islamique, qui est un discours qui peut créer la crédibilité au niveau des populations. Mais au-delà de tout cela, nous invitons ces courants islamiques et nous invitons l'ensemble des opérateurs de notre frère pays au Mali de se mettre autour d'une table de dialogue pour s'entendre ensemble sur des règles et des bases qui peuvent permettre une vie saine et sereine à l'ensemble du peuple malien et à tous aussi ceux qui habitent au Mali, qui ne sont même pas du Mali même. Et donc, toujours de faire la part des choses, la part réelle des choses. Ce n'est pas la charia islamique qui est à la défaveur de la coexistence pacifique. Ce n'est pas la charia islamique qui opprime les autres sans cause. La charia islamique est là pour inviter à la fraternité, à la concorde, à l'entente. Donc j'invite les courants islamistes au niveau de Gao et au niveau du nord du Mali à prendre en considération l'échelle réelle de l'ordre des priorités du Mali actuellement. Le Mali doit rester un pays unitaire, le Mali doit rester uni et on doit bien sûr donner la place convenable à chacun et faire jouer le rôle convenable à l'ensemble des composants du peuple malien. Vous voulez dire qu'imposer la charia sur tout le territoire malien, ce n'est pas la priorité aujourd'hui? Je dis que pour moi, la charia existe au niveau du territoire malien d'une manière générale. Pour moi, le peuple du Mali, dans sa majorité, est un peuple musulman. Qui applique déjà la charia. Exactement. Et ce peuple musulman vit dans les conditions de la charia. Il ne se comporte pas en dehors de la charia. En ce qui concerne le statut gouvernemental, ou ce que devra faire le gouvernement du Mali, ce gouvernement du Mali, une fois les Maliens s'entendent sur les solutions qu'il faut, doit prendre en considération l'aspiration de son peuple. Il doit respecter les musulmans, les mettre dans la place qui convient, il doit institutionnaliser ce qui peut l'être au niveau des grandes aspirations du peuple malien, il doit favoriser la cause, l'appel à l'ensemble de la fraternité islamique et de la solidarité, mais il doit aussi prendre en considération le respect des habitants du Mali, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient animistes ou qu'ils soient de toute autre considération. C'est ça la vraie portée morale des valeurs de message de l'islam. Je pense qu'il n'y a pas là, de ce côté, au niveau de l'application des règles de la charia islamique, ce n'est pas là le problème. Il faut chercher le problème ailleurs. Quand le chef touareg Iyad Agrali veut créer un État islamique, ça veut dire qu'il pense que l'islam n'est pas suffisamment respecté aujourd'hui au Mali. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bon, je ne peux pas dire ce que pense M. Iyad. Dans sa conception, c'est une conception qu'il a. Et j'ai dit tout à l'heure dans la première question qu'il est tout à fait normal que M. Iyad, que l'ensemble des opérateurs de ces courants, prennent un discours islamique qui est proche des populations, parce que ça répond aux aspirations de ces populations. Quand on cite, mais je les invite quand même à le mettre sur la scène où il doit mettre, à faire la part des choses, à savoir qu'aujourd'hui, on doit parler le langage qui peut être compris. Et ça, c'est l'appel du message islamique lui-même. L'appel du message islamique, les grandes normes du message islamique, c'est de situer l'islam dans la réalité contemporaine. Et c'est pourquoi l'islam est l'islam. Il n'est pas limité dans une période historique précise et il n'est pas limité dans un site géographique précis. Sa valeur humanitaire globale fait que nous devons tous, Iyad et tous ceux qui veulent parler de l'islam, nous devons parler le langage de la réalité sociale, la réalité économique et la réalité politique.
Iyad Agrali, oui, ça veut dire que l'islam doit s'adapter à la situation politique du moment et ne doit pas vouloir imposer la loi coranique partout de façon indifférenciée, c'est ça? Voilà, je ne suis pas tout à fait en matière d'expression. J'ai dit que l'islam est adapté, est déjà adapté à toute réalité sociale et économique, de la part de la globalité de la valeur du message islamique. Et donc il prend en considération les conditions de l'humanité dans son ensemble. Et il y a des solutions pour l'ensemble des conflits qui existent, si on revient à la teneur réelle de l'islam, pas à l'interprétation. Pas à l'interprétation. Donc, les lois du Coran sont là. Elles sont, c'est des lois qui prennent en considération la situation des uns et des autres, à la fois des musulmans et des non-musulmans. Quand le chef touareg Iyad Agrali veut créer un État islamique, est-ce que ça veut dire qu'à son avis, aujourd'hui, les Maliens sont des mauvais musulmans et qu'il veut en faire de bons musulmans? Bon, quand il parle d'un État islamique proprement dit, c'est qu'il aspire à faire mieux, c'est qu'il aspire à une situation qui ne prévaut pas aujourd'hui et qui n'existe pas aujourd'hui au niveau du Mali. Mais je voudrais tout simplement dire que, en tout cas, le peuple malien est un peuple musulman dans sa majorité, dans sa grande majorité. Et il vit dans la portée réelle de l'islam. Quand ce peuple malien vit dans la portée réelle du message islamique, en ce qui concerne les comportements au niveau des politiques sectorielles du gouvernement, c'est autre chose dans laquelle il faut être réaliste et qu'il faut adapter à la situation qui prévaut et respecter l'ordre de priorité. La première priorité aujourd'hui des Maliens doit être l'unité, la fraternité et la concorde. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des mauvais musulmans? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des mauvais musulmans qui doivent devenir de bons musulmans, comme le pensent apparemment les promoteurs de cet État islamique? Bon, je pense qu'en toute période, il y a des bons musulmans et des mauvais musulmans. Si on prend la période du départ de l'islam, la période initiale, la première époque de l'islam, il y avait des bons musulmans et il y a des moins bons. C'est normal, c'est le comportement des individus. Et on ne peut pas usiner, proprement dit, c'est-à-dire que ce n'est pas une usine qui produit uniquement le même modèle. Ça, c'est une société. Et dans cette société, il doit y avoir des bons, il doit y avoir des moins bons. Mais les courants islamiques, les courants islamistes auxquels vous avez fait allusion, peuvent avoir un discours qu'ils peuvent porter. C'est leur vision. Nous la respectons. Mais nous pensons qu'il faut inviter l'ensemble à un terrain de concorde. Et c'est ce terrain auquel l'islam lui-même les invite. L'islam lui-même les invite à l'unité, les invite à la fraternité et évite la division. La division, et surtout quand elle a un caractère insécuritaire, est très mauvaise. Et personne n'y gagne. Iyad Agrali a passé plusieurs années en Arabie Saoudite. Est-ce que le wahhabisme joue un rôle dans la radicalisation actuelle des chefs touaregs? Bon, vous savez, au niveau de la sphère de la carte islamique d'une manière générale, on a tendance à beaucoup faire la différence entre le wahhabisme, le soufisme, le sunnisme, le chiisme, etc., les grandes écoles de ce grand message qui est l'islam. C'est sûr que quand on passe une période donnée dans un milieu, on a le taux d'influence et le coefficient d'influence de ce milieu. Mais je pense que ce n'est pas là le grand problème. Ce n'est pas une question de formation radicale proprement dite pour M. Iyad ou pour un autre preneur de ces courants islamistes. Il faut aller à la recherche de l'origine. Ce sur lequel je veux insister, que la portée du valeur du message islamique est différente, est totalement différente de cette image qu'on a fait ici à l'Occident. La charia islamique n'est pas la violence, la charia islamique n'est pas l'extrémisme, la charia islamique n'est pas le terrorisme. La charia islamique, c'est un mode de société qui prend de grandes valeurs de concorde, d'entente et de fraternité, qui cherche la sérénité et la paix entre tous. Et c'est là qu'on doit mieux comprendre. En ce qui concerne les conceptions individuelles ou les conceptions collectives au niveau des groupes, on les trouve partout et dans toutes les civilisations. Est-ce qu'avec leur argent, un certain nombre d'associations saoudiennes ne jouent pas un rôle aujourd'hui dans la radicalisation du Nord-Mali? Je pense que la radicalisation à laquelle vous avez fait allusion existe. Il y a effectivement des groupes radicaux d'esprit, et ce radicalisme est mauvais. La charia islamique est contre ce radicalisme.
Exactement. La charia islamique, dans sa teneur réelle, par les versets du Coran et par la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas pour le radicalisme. Elle est pour le juste milieu. Elle est pour l'équité. Il faut voir juste. Il faut prendre en considération l'ensemble des données. Il ne faut pas être égoïste dans sa propre vision. Et les groupes radicaux, malheureusement, ne voient que leur position. C'est malheureux parce que ça produit sur le terrain les conflits qu'on voit, que ce soit actuellement ou ailleurs dans d'autres régions du monde. La solution, c'est le retour à ce juste milieu auquel prône l'islam. Comment retourner à ce juste milieu? C'est sûr qu'il y a, pour toute action, il y a des bailleurs, il y a des personnes qui financent, il y a des personnes qui appuient matériellement. Alors, il faut orienter ces moyens vers le juste milieu. Le message du juste milieu auquel appelle l'islam. Et d'ailleurs, vers le dialogue d'une manière générale, le dialogue interreligion, le dialogue des civilisations. On est dans un monde très hétérogène et il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Il faut qu'on s'entende tous. Ces bailleurs, ils viennent d'où? Ils viennent d'Arabie Saoudite, du Qatar, du Pakistan? Ces bailleurs peuvent venir de partout. Je ne veux pas localiser et identifier parce que c'est trop dire, mais en tout cas, toute action radicale, toute formation radicale, toute action de terrorisme a d'autres sources d'appui. Ces sources d'appui sont responsables en partie de cette situation. Est-ce que ce sont des États? Est-ce que ce sont les États eux-mêmes au Moyen? Est-ce qu'il y a des États au Moyen-Orient, voire au Pakistan? Est-ce qu'il y a des États au Moyen-Orient, voire dans le sous-continent indien, qui soutiennent les actions actuelles des radicaux du Nord Mali? À mon avis, je ne pense pas qu'il y ait des États qui doivent avoir des intérêts pour soutenir des actions de terrorisme ou des actions radicales, que ce soit en Nord Mali ou ailleurs. Bien sûr, malgré tout ça, quand un conflit se transforme en conflit politique, il ouvre directement sur les intérêts. Et quand il y a une question d'intérêt, chaque État a ses intérêts qu'il défend. Bon, c'est par là qu'il faut éviter de donner à un conflit local un caractère international, pour ne pas attirer les soubassements concernant l'intervention des différents États pour la protection de leurs propres intérêts. Je ne suis pas tout à fait bien placé pour parler de l'aspect politique de ces États. Je ne parle ici que de ce que je considère la teneur réelle du message de l'islam, pour faire la part des choses, pour voir clair dans cette question et pour préciser que l'islam, la portée du message de l'islam est contre le radicalisme au sens tous les ismes, au sens direct du terme, radicalisme, extrémisme, terrorisme. La portée réelle du message de l'islam est une portée qui vise la concorde, l'entente, la fraternité et le rapprochement entre les peuples. Il n'empêche, à l'intérieur de ces États, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Pakistan, n'y a-t-il pas des associations puissantes qui ont beaucoup d'argent et qui enseignent un message radical? C'est sûr qu'il y a des associations puissantes, bien financées, qu'il y a des associations, je vous le confirme, qui vont dans ce sens, qui sont des associations radicales, qui ont des moyens, et des hommes qui soutiennent ces associations, qui ont des moyens, qui ont cette vision. Et donc, c'est eux qui soutiennent cette action de formation, de radicalisation de ces différents groupes qui sont radicaux partout. Mais leur localisation, qu'ils soient au Moyen-Orient, qu'ils soient ailleurs, ils peuvent exister même en Occident. On peut trouver des hommes implantés aux États-Unis, en France, ou en Europe, ou en Allemagne, ou partout dans le monde, qui ont cet esprit et qui peuvent soutenir ou contribuer au financement de ces groupes radicaux.